Et le deuxième, c'est l'inspecteur de l'éducation nationale, donc à la fois un archi et quelqu'un d'éducation nationale. Voilà. Faut que ça ne pouvait pas être un élu, hein. Ça ne pouvait pas être des élus, je vous rassure à mes collègues. Hein. C'est vraiment des personnalités compétentes, on va dire, dans leur domaine, et on a la double compétence. Et j'ai demandé à ce qu'ils puissent participer également, mais sans voix délibérative, hein, la directrice des services techniques, hein, et la directrice de l'éducation, hein, en interne. Voilà. Comme ça, on a un panel, je crois, assez représentatif qui nous permettra de, en tout cas, j'espère, de faire le meilleur choix. Aujourd'hui, on en est là. Hein, donc, ils vont avoir quelques mois. Alors, on va choisir, attention, c'est pas comme ça, on va choisir 3 cabinets d'architecture qui vont nous proposer des projets, et ensuite, il y a un cabinet qui va être sélectionné et qui va être amené à réaliser l'APD, je crois, c'est-à-dire les différents documents de consultation des entreprises. On a la consultation des entreprises. On espère qu'on devrait pouvoir démarrer les travaux. On est quoi là, fin 2018, hein, début 2019. Ben oui, mais c'est très long les procédures. Hein. Ah oui, pardon, j'ai oublié, obtention du permis. Il faut déposer le permis de construire, il faut lancer les consultations, etc. Voilà. Donc, les procédures sont longues, mais on n'a pas perdu de temps. Hein. Et en tout cas, l'école, après, il faudra au moins, on m'a dit, au moins 15 mois, hein, de construction. Ça devrait se faire, alors, je ne sais pas si on va y arriver en mars 2020, ou en tout cas l'école sera lancée, les travaux seront lancés. Hein. Peut-être pas forcément réalisés. Achevés, pardon. Achevés. En tout cas, on espère que ça sera achevé pour, l'objectif c'est septembre 2020. La rentrée. Le volume des classes, vous avez déjà... Alors on a 6 classes. Aujourd'hui dans le cahier des charges, il est prévu 6 classes. 3 classes élémentaires et 3 classes maternelles, avec une possibilité d'extension d'une classe élémentaire et une classe maternelle, en fonction de l'évolution éventuellement de la population. C'est garder cette marge. C'est-à-dire que lorsque l'école sera construite, il y aura 6 classes, mais on a prévu déjà la possibilité d'extension. C'est-à-dire que si demain on a besoin de rajouter 2 classes, on pourra le faire. D'autres questions? Non? Voilà, merci. Il fallait voter là. Vous posez des questions? Alors on passe à la... Patricia, tu as fini toi. C'est Nathalie Damiano. Nathalie, c'est vous qui allez présenter un très beau projet de FISAC. Oui, on a voté, on a voté. Simone Veil, on a voté. Je vous laisse la parole, Madame Damiano. Merci, Monsieur le maire. Dans l'optique de dynamisation, de consolidation et de développement du commerce et de l'artisanat, nous souhaitons candidater à l'appel à projet du FISAC, qui est le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce. Une étude en collaboration avec tous les partenaires économiques de la commune, et notamment la nouvelle association des commerçants Cap Carrosse, permettra de constituer ce dossier. Nous demandons donc d'autoriser Monsieur le maire à constituer le dossier de candidature du FISAC. Les crédits des études sont inscrits au budget pour un montant de 5 220 €. Merci Madame Damiano. Donc c'est notre volonté de dynamiser le commerce local, hein, et le petit commerce en particulier. Et pour dynamiser le commerce, il y a un dispositif, Madame Damiano vous l'a expliqué, qui s'appelle le FISAC, qui permet d'obtenir des subventions dans le cadre de ce dispositif FISAC. Les subventions vont en principe au commerce. Hein. Mais pour pouvoir constituer le dossier, il est nécessaire de réaliser une étude. Et pour réaliser, bien entendu, c'est la commune qui doit financer cette étude. Et c'est pour ça qu'on vous demande. Combien tu demandes, Nathalie? 5 220. Voilà, pour réaliser cette étude et ensuite déposer le dossier. Et on a bien négocié puisque la Chambre de commerce prend la moitié de l'étude à sa charge. Ah, donc ça ne représente que la moitié de 5 000 réelle. Non, 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 non. Non, non, non. En En fait, fait, l'étude coûte le double. Voilà. Ok. Voilà. Parallèlement, oui, Madame allez-y. Est-ce que je peux maintenant ou vous voulez terminer? Non, allez-y.
je vais réagir, c'est peut-être un petit peu déplacé. Quand je lis pour cela la réalisation d'une étude préalable de diagnostic, je peux vous garantir qu'en 2 secondes et demie, même pas, je me suis dit, et je vous le dis ici, pourquoi est-ce que cette étude préalable de diagnostic, je ne l'ai pas lue au moment du projet école. C'est tout ce que, au départ, que nous demandions. Une étude préalable du diagnostic, c'est exactement ce qui avait été demandé lors du projet, le premier projet école, qui est sournoisement de... Il n'y a aucun rapport. Je veux bien vous reveniez sur le projet école auquel vous êtes associé, mais il n'y a aucun rapport. Là, c'est une étude qui est obligatoire. On peut pas, si on veut bénéficier du dispositif des fonds FISAC, voilà, on est obligé de réaliser cette étude. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que vous vous posez tous la question par rapport au local DIA, l'ancien local DIA. Donc, on a bien avancé, mais j'avoue que ça n'a pas été facile, hein, parce qu'il a fallu bousculer un petit peu tout le monde. Écrire à la haute autorité de la concurrence, hein, parce que moi, au bout d'un moment, quand je n'avais pas suffisamment de réponses, je me dis, bon, c'est la haute autorité qui est responsable de tout ça, je les préviens, je les avertis et je leur demande aussi de se bouger, quoi. Voilà, ils n'étaient pas au courant que ça faisait 1 an, le magasin était fermé, donc tout le monde s'est bougé à partir de là. Et Casino est venu avec une proposition qui nous semblait, qui nous semble d'ailleurs toujours intéressante, l'ouverture d'un supermarché Casino. Si tout va bien, donc on a bien avancé, hein, en tout cas au niveau des autorisations, on excelle en faisant le maximum pour accélérer les procédures. Ils ont obtenu deux autorisations cette semaine, hein, la sécurité et l'accessibilité handicapée. Donc maintenant, il n'y a plus rien qui empêche, alors je les ai eus tout à l'heure encore au téléphone, ils devraient démarrer les travaux mi-octobre. Avec, ils avaient prévu une ouverture autour du 18 décembre. Ils me disent qu'ils vont accélérer les choses et ils vont peut-être ouvrir un petit peu plus tôt. Mais ça sera début décembre, mais pas avant. Voilà. Avec un concept qui est complètement nouveau d'ailleurs. Bon, on ne pensait pas qu'on allait avoir ce concept, hein. Nous, on était parti sur un supermarché Casino. Et en fait, c'est un supermarché Casino avec un concept un peu nouveau, axé uniquement sur le frais. Il n'y a que du frais. C'est en l'occurrence une sorte de mini grand frais, quoi, hein, avec une poissonnerie, boucherie traditionnelle, hein, c'est que du traditionnel, hein, que des produits frais, fruits et légumes, fromagerie, etc. Beaucoup de produits frais, beaucoup de produits bio. Hein, et uniquement des produits régionaux. Voilà, régionaux et locaux. Donc, ça nous va, sauf que j'ai quand même alerté en disant nos personnes âgées, pardon, qui attendent quand même aussi pour les autres courses. Monsieur le maire, on a travaillé en complémentarité avec Leader Price. Et donc on est en train de voir, moi j'ai demandé, je te l'ai dit Nathalie, et je les ai encore relancés hier ou avant-hier, je voudrais qu'on travaille avec Casino, Leader Price et notre CCRS pour permettre aussi aux personnes âgées de les aider, en particulier lorsqu'ils vont faire leurs courses à Leader Price, pour porter leurs courses. Voilà. Donc il peut y avoir, j'ai lancé 2 emplois civiques, hein, par rapport à ça, mais j'aimerais que aussi les enseignes, j'aurais demandé aux enseignes de proposer un service de livraison à domicile. Donc ça éviterait ce genre de problème. Ils sont d'accord sur le principe. J'attends qu'ils me rappellent pour une réunion sur place avec nos services, le CCAS, et qu'on mette en place un service d'aide, en particulier à l'accompagnement des personnes âgées pour faire des courses et de livraison à domicile. Voilà. Moi je trouve que c'est la solution qui permet de répondre à ce frein qui est de dire comment on peut faire. De notre côté, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. En même temps, c'est un concept qui est intéressant. Ça va tirer vers le haut la clientèle aussi, et peut-être aussi faire venir aussi la clientèle des plans, du village, des autres villes aux alentours. Et ça, c'est intéressant pour le petit commerce local. D'accord ? Si les gens viennent de l'extérieur, ils vont peut-être aller aussi à Casino, mais ils vont aussi aller voir le médecin, aller voir la chocolaterie, etc., etc. Voilà, aujourd'hui on en est, pour faire le point sur ce projet. J'espère qu'ils vont m'appeler le plus vite, mais je ne les lâche pas. Et
si tu pouvais prendre aussi le relais, on ne va pas les lâcher, il faut qu'on ait très vite cette réunion, et avec des emplois aussi. Donc tout à l'heure j'étais avec la personne qui travaille au pôle emploi chez nous, on est d'accord pour que les emplois soient réalisés avec la maison de l'emploi. Donc c'est Myriam qui travaille là-dessus, tous les emplois sont faits, enfin les emplois nouveaux. Hein. Oui, parce que monsieur le maire, ils nous ont promis quand même de réembaucher les gens qui étaient déjà... C'est pour ça que j'ai dit les emplois voilà, nouveaux. Hein. Les emplois nouveaux, avec la maison de l'emploi, ils sont d'accord sur ce principe. D'autres questions? Non, juste une petite observation. Le plan FISAC aussi, ça profite aussi à la ville, c'est pas directement aux commerçants, ça favorise le commerce. Ça veut dire que par exemple, dans le dernier plan FISAC, oui, par exemple, dans le dernier plan FISAC, ça avait servi à subventionner, enfin, en grande partie la Colbel, etc., à faire des aménagements dans la ville. Ça ne va pas directement au commerce, ça sert à améliorer le petit commerce, l'accessibilité au petit commerce. Et donc ça peut aussi profiter à la ville indirectement. Entre autres, pour aller dans ton sens, tu as parfaitement raison, sur les arrêts minutes par exemple, voilà, on peut demander des bornes, le financement de bornes qui permet de mesurer le temps. Hein. Si c'est 15 minutes, au bout de 15 minutes, il y a une petite lumière qui passe au rouge. Et ça permet aussi à la police municipale de savoir que, ben voilà, là ils ont dépassé le temps, etc. Arrêt minute, 15 minutes, s'il n'y a pas un contrôle régulier, ça ne veut rien dire. Surtout sur le parking d'une grande surface. Surtout les grandes surfaces. Il faut qu'on ait un bon turnover là, parce que sinon ça va être... On est d'accord. D'autres questions, monsieur Bernard? Monsieur Bernard, oui. Monsieur le maire, donc nous, on votera pour. Ce qu'on aurait aimé dans la délibération, c'est d'avoir une forme de temporalité, parce que là on vote pour demander cette subvention, et on aimerait bien savoir quand est-ce que l'étude aura produit ses effets. Non, l'étude, ça va se faire très rapidement, et le dossier il est déposé avant la fin de l'année, donc on espère avoir une subvention sur 2018. Le dossier est déposé en début d'année. Cette étude-là, elle sera rapide. Oui. Ah oui, je crois qu'elle n'a pas été lancée déjà. L'étude a été Elle a déjà été lancée. Oui, elle a été lancée, elle est partie aussi avec nos services. Avec nos services. Avant le 30 janvier 2018. Bien, allez, on passe. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Merci. C'est pas qui après? Je crois que c'est à moi. Madame Santoni. Alors moi, il s'agit d'une convention, ça va aller très vite. Hein. Il s'agit d'autoriser monsieur le maire à signer une convention entre la ville et l'association des jardins partagés relative à l'occupation temporaire de l'espace du domaine public. C'est la présente convention donc, a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'usager est autorisé à occuper à titre précaire, irrévocable, ces espaces publics qui figurent sur le plan en annexe que vous avez eu. Et la ville de Carrosse soutient donc l'association des jardins partagés qui est porteuse du projet de procéder à la mise en culture potagère de ces espaces publics qui ont été définis par les habitants et en concertation avec les espaces verts. Il y aura 5 espaces verts et 7 jardinières, toutes situées dans la rue des Arbousiers, tandis que les espaces verts sont un petit peu disséminés rue de l'Argilac, aux Arbousiers, rue de l'Aspre et 2 espaces verts situés 3 rue du Gounier. Voilà, donc c'est pour préparer un petit peu le regard au retour de la nature en ville. Et je vous propose donc de vous prononcer pour autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Santoni. Et je tenais à souligner l'excellent travail qui est réalisé par cette association des jardins partagés. Beaucoup de retours positifs et j'ai pu voir dernièrement le film qui a été diffusé ici sur le parvis de la mairie à l'initiative de cette association. Il y a beaucoup de monde déjà. Et en même temps, vraiment un film absolument remarquable. Voilà. C'est très très bien. Bravo. Belle association, beau travail et c'est un complément de ce qu'on peut faire, mais en ville carrément. En fait, la diffusion du film, donc, elle a été réalisée par Martin Esposito, le potager de mon grand-père. C'était un petit peu le premier essai de tentative de greffon, de quelque chose de culturel autour de cette association des jardins partagés. Donc voilà, c'est une première et effectivement, il y a eu beaucoup de monde. On était très très contents. Le film est absolument magnifique. Ah, magnifique.
voilà, je conseille à tous de le montrer ou d'aller le voir ou de le partager avec les gens que vous appréciez, qui apprécient l'environnement durable et puis l'agriculture potagère et vivrière même, parce qu'il s'agit d'un vieux monsieur de 85 ans qui vit pratiquement en autarcie avec ses légumes et son jardin, c'est absolument fabuleux. Voilà. Et c'est chez nous. Et c'est un trésor d'informations. C'est un magnifique film. C'est dans les hauteurs d'Antibes. Oui. Et c'est le grand-père, c'est le grand-père du réalisateur. Donc il est à la fois réalisateur et acteur. Est-ce qu'on peut le revoir, ce film? Bien sûr, oui, bien sûr. Il est à la médiathèque. On peut l'acheter déjà en DVD parce qu'il est sorti en 2016. Hein, il a concouru hors compétition au Festival international du documentaire sur l'environnement. Et donc on peut l'acheter, ça coûte pas très cher. Je vais l'acheter d'ailleurs, je vais le commander. Et la médiathèque, il faudrait qu'il achète. Oui, la médiathèque, on va lui demander d'en acheter un aussi également. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais franchement, c'était en plus très émouvant. Et donc, il y avait moi qui avais un papa aussi qui aimait la nature et qui aimait le jardin, ça, pendant tout le film, je pensais à mon papa. Très très beau, très très beau film, magnifique. Disons que techniquement, c'est parfait aussi parce que le réalisateur, c'est un photographe à la base, donc il y a un festival de couleurs et de photos au mois d'août, là, lors de les fruits ont poussé, donc évidemment, et c'est magnifique. En plus, le montage sonore et même le montage du film lui-même est fabuleux. Donc c'est une prouesse technique aussi. Et en même temps, Marie, ça nous a permis de voir qu'on parle toujours du cinéma en plein air. C'est vrai qu'on avait le souvenir du parc forestier. Bon, on sait que pour des raisons de sécurité, c'est pas possible. Mais là, ça s'y prête drôlement bien. Ici, le parvis, ça s'y prête vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une dimension plus intime. On est très proche et en même temps, voilà, c'est vrai que ça marche bien. Donc il faut recommencer. Stéphane, tu regardes un peu les devis, combien que ça coûte, parce que c'est vrai qu'il y avait une demande par rapport à ça. Et techniquement, c'était parfait. Je ne sais pas qui était le prestataire, mais c'était vraiment parfait. Voilà, allez, c'était la parenthèse. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. C'est à qui maintenant? C'est à toi, Valérie. Les danses de Gatière et de Carrosse. Donc, suite à une demande assez importante des gens pour ouvrir un créneau supplémentaire, l'association ADGC nous demande un créneau donc, de midi à 14h. Donc la délib, c'est pour autoriser M. le maire à signer l'avenant. C'est bien ça aussi, hein. Il y a beaucoup de demandes et beaucoup de satisfaction. C'est une association qui ne nous demande aucune subvention de fonctionnement, enfin c'est que des locaux. Leur demande est systématiquement sur des locaux, mais ils n'ont aucune... voilà. Très bien. Question? Pas de question. Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité, toujours à vous, Madame Chevalier. La deuxième, c'est pour attribuer donc, une subvention au syndicat au sujet du local. Donc cette subvention est versée depuis longtemps et tous les ans, en contrepartie des factures. Et là, ça s'élève à 322,76 €. Donc on demande une subvention de 323 €. Y a-t-il des interventions? Monsieur Cassac. Un autre jeune marié aussi, c'est pour ça. Donc, pour savoir, depuis quelques années, malheureusement, le seul syndicat présent, c'est la CGT, donc on a toujours eu peur un petit peu que ça fasse une différence entre les syndicats. Vous aviez parlé récemment de relancer une maison des syndicats, etc. Est-ce que ça a avancé sensiblement? Oui, ça avance. Je crois que Valérie, non, c'est Madame Boudet qui s'en occupe avec M. Cavalarou. Je crois qu'il a reçu les syndicats. L'objectif, si vous voulez, c'est de regrouper dans un même lieu, qui est l'actuelle maison des syndicats d'ailleurs, hein, qui est sous-occupée. Hein, mais je veux dire que justement, il y a que la CGT qui l'occupe, hein, les autres syndicats n'y sont pas. De faire, comment il appelait ça, la maison du citoyen, je crois. Hein, c'est ça? La maison du citoyen, et dans lequel, je vous le dis parce que vous allez être peut-être intéressés, on regrouperait à la fois les syndicats, mais également les partis politiques. Voilà, donc ils pourraient avoir des permanences vers tous les partis. En contrepartie, on a demandé à tous les partis politiques qui avaient des locaux, hein, de libérer ces locaux. Voilà, donc le Parti socialiste
il y avait un local qui n'était pas du tout utilisé, donc le local a été libéré. Et le Parti communiste aussi, on a demandé de libérer son local. On doit rester équitable. Et donc les partis pourront assurer des permanences, faire des réunions. Ça sera un espace partagé. Voilà, je pense qu'il est en train de le mettre en place assez rapidement. Des questions? Non? Vous êtes d'accord? Alors qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Bien. Philippe Josselin, il est là? Non. Alors qui c'est qui le présente? Je le présente. Hein? Tu veux le présenter? Comme tu veux. Allez, vas-y. Sinon, je le présente, hein, ou alors Valérie, peu importe. Vas-y, je te laisse présenter. La métropole NCA a mis en place en 2017 un appel à projet relatif à l'agenda 21 avec l'objectif de soutenir les communes qui participent à cette démarche. La ville qui s'est inscrite dans cette démarche, notamment au travers d'un nouveau projet intergénérationnel qui favorise les échanges entre les seniors par la pratique d'activité physique, entend répondre à cet appel à projet et a déjà transmis, pour respecter les délais, un dossier à la métropole NCA en vue d'une réalisation en 2017-2018. Pilote de ce projet, la ville de Carrosse organisera la mise en œuvre du projet présenté ci-après, santé, sport, santé, bien-être et activité physique adaptée pour les seniors. L'objectif est de rendre accessible l'activité physique aux seniors les plus éloignés de la pratique, proposer des activités collectives adaptées individuellement, favoriser le lien social, retrouver une condition physique satisfaisante et ainsi améliorer la perception de soi et la qualité de vie. Je vous propose donc de vous prononcer pour autoriser Monsieur le maire à solliciter de la métropole NCA une aide financière de 6 503 € pour la réalisation de ce projet. Bon, vous avez compris, c'est un appel à projet. Nous sommes candidats sur un projet dans le cadre de l'agenda 21 qui permet de développer le sport auprès des seniors. Voilà. Donc c'est de l'argent qui va, si le projet est retenu, et je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit retenu, qui va revenir au sein de la municipalité, 6 503 €. Des questions? Non, je tiens à féliciter aussi le service des sports qui fait un travail remarquable. Pas de questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Toujours vous, Madame. Donc en représentation de Monsieur Philippe Josselin, la convention. Il s'agit de la convention avec le collège Paul Langevin relative aux classes à dominante sportive pour l'année scolaire qui arrive, 2017-2018. Et c'est une reconduction de projet puisque ça a déjà eu lieu les années précédentes. Merci, Madame Le Pagno. Tu as voulu me rebaptiser quoi? Comment? Ah, il m'a débaptisé. Avec Christine? Oui. Parce que je confonds Christine avec Christine. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Madame Le Pagno, c'est toujours à vous. Le point 7.3. C'est une convention avec Azur Sport Santé relative à la mise en place du projet Prévention Active Senior. Et là, on bénéficie d'un financement de 2 000 €. Un financement forfaitaire. Voilà, on a pu avoir 2 000 € de l'association Azur Sport Santé, et toujours en relation avec le sport auprès des seniors. Et vous avez la convention derrière, puisque cet argent a été voté et attribué, mais il faut signer la convention. Donc à Carrosse, on va avoir des seniors hyper sportifs. Pour les Jeux Olympiques. On va faire les Olympiades. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Alors Patricia, tu le présentes toi, comme tu n'es pas là. La convention avec l'éducation nationale de la circonscription Carrosse-Trois-Vallées sur la mise à disposition. Bon, c'est comme chaque année en fait, c'est avec le premier degré, donc les éducateurs sportifs sont mis à disposition pendant le temps scolaire pour dispenser des prestations d'éducation physique et sportive en partenariat bien sûr avec les enseignants, les professeurs des écoles, présents aussi pendant ce temps-là. Voilà.
Merci beaucoup. Qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Monsieur Prevélo, il faut apporter un complément de tarification pour le cinéma. C'est ça, voilà, c'est un correctif, c'est un complément qu'on rajoute à la précédente délibération. Donc il fallait bien noter les tickets gratuits, dans la limite des 10% des entrées payantes. Et il fallait noter, parce que maintenant il y a une billetterie spéciale pour les tickets de location des lunettes 3D qui est fixée à 1 €. Donc il n'y a rien de changé, c'est juste qu'on est obligé de le noter dans la délibération. Pas de questions. Donc, qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Après, c'est à qui ça? Après, j'ai une série de délibérations. La première concerne les suites de l'incendie. Bon, je ne vais pas y revenir. Hein. Vous savez qu'il y a des travaux qui ont démarré sur la coupe de bois. Donc on a été accompagné par l'ONF hein, sur toutes ces procédures, d'abord un diagnostic et puis un certain nombre de dispositions on appelle ça des travaux d'urgence à réaliser, assez rapidement d'ailleurs. Hein. On a demandé des subventions, on a obtenu 45% de subventions de la part du conseil départemental, on continue à demander des subventions au département, etc. Mais en même temps, l'ONF, dans son diagnostic, nous dit que tous les pins qui ont été touchés par le feu, qu'ils soient morts ou pas morts, hein, simplement touchés par le feu, vont mourir hein, et peuvent être abattus. Voilà. Et donc j'entends quelquefois aussi les gens ils disent mais pourquoi vous abattez tous ces arbres, c'est dommage. Il y en a qui sont encore... non. C'est pas nous qui faisons, je ne cherche pas à abattre les arbres pour abattre les arbres. Hein. C'est l'ONF qui nous dit, et ensuite quand même c'est des spécialistes, on va les suivre. Voilà, le bois, alors que ce soit dans le domaine communal ou dans le domaine privé aussi, hein, donc quand il y a danger, quand c'est comme ça, c'est des opérations qu'ils ont l'habitude de faire, hein, et on intervient dans tout le domaine qui a brûlé, et on vend le bois, hein, donc il y a des entreprises qui interviennent et ce bois est vendu. Et donc le but de la délibération, c'est de nous permettre justement d'accepter les propositions de l'ONF et de signer cette convention et de demander en plus une subvention au conseil départemental sur le bûcheronnage de ce bois à hauteur de 20%, c'est-à-dire une subvention de 4 800 €. Donc le bois est vendu 37 € à la centrale de production électrique d'Innova à Brignoles. Le coût d'abattage est estimé à 12 € la tonne. C'est-à-dire que normalement il devrait y avoir une petite partie qui pourrait revenir aussi à la collectivité ou aux propriétaires privés. Hein. Attention, hein. Donc, quand c'est dans des espaces privés, c'est les propriétaires privés qui auront le delta entre le prix de vente du bois et le coût de l'abattage. Voilà, vous avez pu voir que l'abattage a commencé. Ça va durer 2 mois quand même, assez long. Hein. Donc il y a 2 techniques, une technique avec un engin, une machine, et une deuxième technique où on a vraiment, je ne sais pas si vous allez voir sur place, c'est impressionnant, hein, c'est carrément des voltigeurs. Hein. Pourquoi? Parce que lorsque les arbres sont dans des endroits peu accessibles ou proches des habitations, ou lorsqu'il y a des fils de téléphone ou électrique qui passent à proximité, la machine ne peut pas intervenir. Hein. Il faut que ce soit ces personnes qui interviennent. Voilà. Et là, on a fait un appel d'offres d'urgence. C'est la ville de Carrosse qui paye. Hein. Oui, mais après, on se paye sur les subventions en particulier hein, et sur la vente du bois. Des interventions? Oui. Monsieur le maire, les préconisations et la mise en œuvre sur les terrains de la ville, j'ai bien compris. Je voulais savoir si sur les terrains privés, donc le reste des parcelles qui ont été brûlées, quelque chose va être fait par les propriétaires. Est-ce qu'ils seront aidés ou pas? Écoutez, nous, ce qu'on envisage de faire, et je vous le dis, je l'ai dit aussi dans la presse, il y avait un avant, il y a un après l'incendie. Hein. On a eu
l'occasion de s'exprimer. Vous pouvez prendre toutes les précautions que vous voulez. Cet incendie, il nous marque à vie, quoi, qu'on le veuille ou non. On le voit d'ailleurs. Aujourd'hui, la première chose qu'on voit quand on arrive à Carrosse, c'est cette forêt brûlée, quoi. Dans le drame, malgré tout, on a eu la chance de ne pas avoir de victimes humaines. Bon, je dis bien la chance, hein, parce que vu la manière dont l'incendie s'est développé, ça aurait pu être vraiment dramatique humainement. Il y a eu des dégâts matériels, c'est certes triste, hein, et douloureux pour les propriétaires qui continuent encore, certains se battent encore avec les assurances, c'est quand même hallucinant, quoi. On essaye encore une fois, on essaye de les suivre au mieux, mais on va être beaucoup plus strict, on va dire. Je ne dis pas qu'on ne l'a pas été, on a fait beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'informations, on a fait vraiment tout ce qu'il a fallu faire, mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ne sont même pas au courant qu'ils ont des terrains. Certains n'habitent pas Carrosse, ils habitent un petit peu partout en France, ils ne savent même pas qu'ils ont un terrain dans la forêt. Et ces gens-là, comment vous voulez les inciter à entretenir la forêt? Très compliqué. Alors moi, ce que je propose, en dehors de la partie réaménagement en espace naturel de tout ce qui a brûlé, sur la propriété publique, c'est-à-dire sur la propriété du gouvernement. On y reviendra, mais en tout cas, moi, il n'est pas question qu'on remette du pain d'Alep. Voilà, ça c'est très clair. Quand j'entends les spécialistes de l'ONF nous dire vous savez, monsieur le maire, le pain d'Alep a besoin du feu pour se régénérer, oui, hein, mais moi j'ai pas envie qu'il y ait un incendie tous les ans, tous les 10 ans, avec les risques que l'on peut en encourir. Donc, c'est une espèce qui brûle très très vite, et si vous regardez les images, vous avez pu voir qu'il y a de l'essence dans le pain. Hein, et donc ça contribue à aller encore plus vite. Voilà. On va réaménager ça. Moi, je vais associer tous ceux qui veulent être associés. On constituera un groupe de travail, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Hein. Il y a aussi des habitants qui veulent être associés, des gens de l'ONF. Hein. Mais l'idée, c'est de réaménager cet espace en espace naturel. Hein. On est bien d'accord. Hein. J'entends des conneries sur Internet, mais alors vraiment, je ne sais pas, c'est même pas la peine de répondre tellement c'est stupide. Hein. Des gens qui disent ah bah oui, le maire il a profité de l'incendie pour construire des lotissements, des machins. Je me demande où vous avez trouvé ce genre de bêtises. Hein, c'est même pas la peine de répondre, quoi. Hein. Mais bon, comme les gens sont toujours mal intentionnés et malveillants et ils voient le mal partout, il faut le dire, c'est un espace naturel qui restera espace naturel. Il n'est pas question qu'on sorte ces espaces d'espace naturel. La seule chose que j'ai dite, effectivement, c'est qu'il faut les sortir des espaces boisés classés. Parce que ça, c'est l'effet pervers. On se retrouve très souvent, comme on ne peut rien faire, hein, on ne peut pas l'entretenir, voilà. Sauf, le préfet est d'accord avec nous. Hein. Seul espace boisé classé qu'on va mettre, on est d'accord avec Esther dans le cadre de la révision du PLU, de l'élaboration du PLU métropolitain, et c'est le préfet qui nous invite à aller dans ce sens, c'est-à-dire des espaces exceptionnels. Tout ce qui n'est pas exceptionnel, on va le garder en espace naturel, et qui va nous permettre d'avoir ne serait-ce qu'une activité. Hein, peut-être aussi agricole, c'est autorisé. Hein. C'est les vallons obscurs. Là, on considère, à juste titre, hein, elle a raison Esther, hein, de dire que dans les vallons obscurs, on ne peut rien faire. Il faut les protéger parce qu'il y a de la flore et de la faune exceptionnelle. Il n'est pas question là qu'on... Voilà. Et ceux-là, on les gardera en espace boisé classé parce que ça se justifie. Le reste, on va tout sortir. On n'avait pas prévu de sortir autant, hein, mais c'est le préfet qui, lors d'une réunion, me dit « Vous avez parfaitement raison, monsieur le maire, allez-y ». Moi, j'avais déjà fait la demande auprès de la métropole, et je crois qu'il y a beaucoup de collègues qui vont aller dans notre sens. Hein. On va aménager, on va travailler sur un aménagement global, hein, de ce secteur, avec des espèces qui vont permettre d'avoir, d'une part, d'être des espèces par feu, hein, et d'autre part, peut-être d'avoir une petite activité agricole, ouverte au public,
je pense, je ne dis pas n'importe quoi, les deux espèces qui reviennent le plus souvent, c'est olivier-vigne, hein, sachant qu'on a des demandes en particulier par rapport à la vigne, mais il y a des châtaigniers, il y en avait en face à Castagnier, il y a du chêne, il y a des espèces qui n'ont pas besoin d'eau, je pense aux amandiers, hein, voilà, ils n'ont pas besoin d'eau, hein, et c'est vrai d'avoir pourquoi pas un espace, une belle forêt, parce que ce ne sera pas une forêt, mais d'amandiers, pourquoi pas des marrons, enfin je veux dire voilà, donc on va essayer de travailler sur ces espèces. Encore une fois, vous avez compris, l'idée c'est qu'on puisse avoir quelque chose qui soit à la fois espace naturel, mais que le public aussi, quand c'est la saison, qu'il puisse aussi en profiter, aller ramasser des châtaignes, aller ramasser des... Non, mais les pommes, ça ne marche pas, tu as besoin d'eau. Hein. Il faut vraiment mettre des espèces qui n'ont pas besoin d'eau. Les noisettes, des noisetiers, ils n'ont pas besoin d'eau. Voilà, des noyotiers, ils n'ont pas besoin d'eau. On est dans cette démarche. On va associer tout le monde et on va essayer de reconstruire un espace naturel différent, mais valorisant et accessible aussi au public. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Parce qu'après, vous m'avez demandé pour les privés. Juste pour les privés. Alors, pour les privés, moi, je rajoute une chose. Si les privés, moi, ce que je vais leur proposer, et je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus, jusqu'à présent, on a hésité à demander aux privés d'acheter des terrains aux privés. Pourquoi? Parce que c'est un coût pour la collectivité. D'accord? Pas le coût d'achat, mais le coût d'entretien. Mais en même temps, on se rend compte que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs petits propriétaires ou d'autres qui sont à l'extérieur, qui ne sont même pas conscients qu'ils ont ce terrain, ils ne peuvent pas l'entretenir. Hein? Et on va faire une démarche, hein, information, sensibilisation, mais en même temps, les personnes qui n'ont pas entretenu lettres recommandées, et si ça va plus loin, s'ils ne le font pas, on fait les travaux à leur place et on leur demande de s'acquitter. Mais avant d'aller dans cette démarche, c'est de dire, ben voilà, si vous considérez que vous ne pourrez pas l'entretenir, c'est un terrain qui n'a pas de valeur pour eux, hein, si ce n'est, nous on est prêt à l'acheter, et à charge à nous, quand je dis charge à nous, c'est-à-dire à la ville, de l'entretenir. Voilà. C'est une démarche que leur fait, oui, mais au moins on limite le risque. Hein. Je veux plus prendre. Par contre, s'ils refusent, enfin, s'ils disent non, moi je ne veux pas vous le vendre, je veux le garder, eh ben, ils assumeront les conséquences. Hein. C'est-à-dire qu'ils seront obligés. Je ne cherche pas à acheter des terrains, hein, pas du tout. Hein. C'est pas ça. C'est de dire, voilà, on met chacun face à ses responsabilités et conscient du fait que des petits propriétaires qui n'ont pas forcément les moyens, etc., qui sont éloignés, ne peuvent pas forcément entretenir. Ben, dans ce cas, ben, la collectivité pourra les racheter. Des sommes modiques, bien entendu, hein, parce que ce sont des terrains qui n'ont aucune valeur, hein, et c'est à nous de les entretenir. Voilà ce que je voulais vous proposer, Monsieur Bernard. Monsieur Bernard, tout ça, d'ailleurs, vous l'avez écrit dans le Carrosse Info, j'avais bien saisi. Moi, ma question, c'était sur les terrains privés qui ont été brûlés. Est-ce qu'il va y avoir une démarche identique à celle qui est faite sur les terrains publics, à savoir l'ONF, l'abattage et des perspectives sur les terrains privés? Oui, oui. Les privés brûlés. Oui, oui, je viens de vous le dire. Uniquement ce qui a brûlé. Hein. Oui, oui. D'accord. D'accord. Donc je vous l'ai dit, on intervient à la fois sur le public et sur le privé. Okay. Donc là, on ne fait pas de différence. Attention, hein, ce qui n'a pas brûlé, c'est à la charge du propriétaire après, hein, au niveau de l'entretien. Et là, on est aidé par une association, j'oublie toujours son nom. CRPF. Une association qui s'appelle le CRPF, qui est l'équivalent de l'ONF, mais qui intervient dans le privé. C'est le CRPF qui nous accompagne. Hein. Ce sont eux qui prennent contact avec le privé, etc., pour avoir toutes les autorisations. C'est classique. Hein. Quand c'est brûlé, on ne regarde pas. Après, par contre, chacun chez soi. Question? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? On est contre quoi là en fait? Ah, la vente de coupe de bois façonné et la convention. Contre? Abstention? Non, merci. Temps suivant, c'est toujours moi je crois. Alors, le GRDF qui, on a déjà voté, je ne sais pas si vous vous rappelez, une convention similaire, qui n'était pas pour le gaz mais pour l'électricité. Hein,
c'est le compteur Linky. C'est la même démarche, hein, c'est-à-dire ce sont des compteurs intelligents qui permettent de faire des relevés à distance, entre autres, et d'offrir un certain nombre de services aux habitants, à la population. L'objectif étant de les inciter, d'inciter les habitants à maîtriser leur consommation d'énergie, puisqu'ils peuvent à tout moment savoir ce qu'ils consomment. Il y a un site internet, ils peuvent consulter, mois par mois, ils peuvent y aller, même à n'importe quel moment, etc. Voilà. On est dans cette démarche Linky, c'est-à-dire compteur intelligent. Je sais qu'il y a certaines associations, certains se posent des questions, hein, sur la dangerosité des ondes que ça peut. Voilà. Moi, j'ai demandé, bien entendu, avant de prendre la délibération, j'avais pris le maximum de précautions, hein, auprès de GRDF, mais je vous ai adressé, c'était hier ou aujourd'hui? C'était hier. Hier, ce document qui permet de répondre à toutes vos questions, et en particulier sur le risque potentiel des ondes, et voilà ce qui est dit, hein, concernant les ondes. Depuis son démarrage en 2009, le projet compteur communicant gaz construit une solution technique largement respectueuse des réglementations en vigueur concernant notamment l'exposition aux ondes électromagnétiques. Les ondes émises par les compteurs communicants sont équivalents à celles d'une télécommande de portail électrique. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des portails électriques, peut-être pas tous, mais bon, c'est juste pour que vous voyez à peu près le niveau d'onde, tant en termes de durée, moins d'une seconde par envoi, qu'en termes de nombre d'utilisations, c'est-à-dire 2 par jour. La fréquence utilisée par les futurs compteurs est de 169 MHz, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, les spécialistes le savent, ce qui se rapproche de la fréquence des radios FM. Ces ondes sont envoyées vers des concentrateurs qui agissent comme des récepteurs radio de voitures. Les concentrateurs, vous avez la liste qui figure en annexe. Concernant la communication entre les concentrateurs équipés de cartes SIM, comme un téléphone, hein, et le système d'information SI, la transmission est équivalente à celle d'un appel téléphonique. Voilà. Moi, j'ai toutes les garanties, je considère qu'on a toutes les garanties, et qu'il n'y a aucune raison de ne pas autoriser l'installation de ces compteurs à gaz intelligents. Moi, je crois au progrès, à condition qu'il est maîtrisé, hein, à condition qu'on ait pris toutes les précautions. Là, je pense qu'on a toutes les garanties, et donc je fais confiance aussi à GRDF, qui est totalement, qui n'est pas privé, hein, je vous rappelle que ce n'est pas privé, hein, c'est un organisme public, et qui fait les choses dans l'intérêt général. Oui. Oui. Je me permets d'intervenir, monsieur le maire, parce que j'aimerais bien quand même qu'on ait une réunion avec GRDF pour qu'on nous présente exactement le matériel, les solutions techniques. Ce qu'a fait Linky et EDF, nous ont présenté le matériel, nous ont expliqué les risques encourus, etc., etc. Là, c'est un système totalement différent, c'est un système par radio. Or, je veux bien qu'on ait des émetteurs de faible puissance dans la bande des 169 mégas, mais si on a des concentrateurs qui sont à 700-800 mètres par exemple, les compteurs, ça veut dire que les émetteurs, ils ont déjà une certaine puissance. Donc il est là le problème. Non, mais je connais, quand on est dans la bande VHF, les 169 mégas. Non, mais on pourrait minimum avoir une réunion avec eux pour savoir. Ça ne me dérange absolument pas. Voilà, moi, la réunion, je vous l'organise quand vous voulez. Hein. Voilà, aucun souci. EDF l'a fait avec le compteur. Alain, je n'ai aucun problème. Donc on demande à mes services de la prévoir courant du mois d'octobre, si vous voulez, ça ne pose aucun problème. Oui. Est-ce que comme pour les compteurs Linky, c'est une obligation ou est-ce que les gens ont le droit de refuser? Je crois que les gens ont le droit de refuser. Parce que pour l'électricité, non, c'est... Non, c'est obligatoire. Ah oui. Enfin, ça, pour moi, ça fait partie des... Non, je crois que tu peux refuser. Il faut refuser à condition d'écrire qu'on refuse. Tu peux refuser. Un courrier recommandé. Mais tu peux refuser quand même. Oui, de manière... Et là, c'est pareil. Oui, c'est pareil, c'est le même truc. C'est l'équivalent. Il n'y a aucun risque avec le CPL. Avec le compteur Linky, il n'y a rien parce qu'on se sert du
courant porteur, on se sert des c'est pareil. Non, la différence, elle est que quand même ces émetteurs, le gaz, ils sont alimentés comment les fameux émetteurs? Est-ce qu'ils sont autonomes sur batterie? Est-ce qu'ils sont alimentés sur le secteur? On ne le sait pas, ça. Non, Il faut une alimentation. Ils sont autonomes. Oui, autonomes. Batterie. C'est pas du tout le même système que le écoute, je fais cette réunion, tu auras toutes les informations. En tout cas, là, vous avez déjà pas mal de réponses, en tout cas sur les ondes. Je sais que tu n'es pas très chaud, toi, Michel, mais je te laisse t'exprimer. J'accepte qu'il y ait des différences aussi entre nous, sachant que moi je suis très favorable. J'espère que mes collègues vous me suivrez aussi. Voilà, à toi, Michel. Bon, alors, si tu es très favorable, je fais la différence entre les littéraires et les scientifiques. Voilà, moi je suis scientifique, j'ai demandé des explications à GRDF. Le document que tu nous as remis, c'est un document littéraire dans lequel il n'y a aucune valeur de mesure et de limite. Donc, ce qu'il faut, la crainte, et en fait, là on est devant une situation où, au bout d'un certain temps, quand on aura fini l'expérience, on va se rendre compte que c'était une erreur. En Allemagne, ils ont renoncé au compteur intelligent. Au Canada, mais je te le dis, c'est la vérité, tu peux vérifier, c'est parfaitement connu. Au Canada, ils démontent les compteurs intelligents. Ben, tu t'informes? Non, je m'informe puisque je m'étais informé par rapport à l'Allemagne, c'est pas la réalité. Si. Non. Non, il n'y a que les installations de plus de 6000 kW. Bon, on ne va pas faire un débat là-dessus. Michel, allez, tu es contre, il n'y a pas de souci. Tu as des explications techniques. Moi, j'ai des garanties par rapport à GRDF. On est d'accord? Non. Monsieur Piocco est contre. Je respecte son point de vue. Je ne cherche même pas à le convaincre. Hein. Mes collègues, je ferai cette réunion. Il n'y a aucun souci. Hein, et on aura l'occasion d'avoir plus d'arguments, on va dire, par rapport à ces questions. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Juste, je veux juste rajouter un truc. Vas-y, Michel. On ne sait pas, on va faire la même chose pour l'eau, pour les compteurs, pour l'eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir une superposition d'ondes de différentes manières, parce que comme disait Alain, il y a les ondes vers le concentrateur, qui sont des ondes électromagnétiques, et il y a des courants porteurs en ligne sur nos installations électriques. Donc on va vers un cumul dont on ne connaît pas la portée et l'incidence sur la santé. Je tiens à préciser simplement que l'OMS, elle a interdit le fait qu'il y ait des ondes électromagnétiques dans les crèches. Donc je vais m'attacher à vérifier. Allez, merci. Moi je vous propose de supprimer vos téléphones, hein, parce qu'il y a des ondes, hein, et de revenir à un autre mode de communication. On sait très bien que chaque fois qu'il y a un progrès, en général, on a toujours peur du progrès, mais je pense qu'on a quand même, moi je fais confiance aux personnes qui sont aux commandes, hein, et à des structures qui sont des structures publiques et qui ne sont pas là pour faire n'importe quoi. Voilà. Surtout le principe de précaution. Vous savez, s'il y avait eu le moindre danger, je crois qu'ils ne prendraient pas de risque de nous proposer des produits avec un danger. Monsieur Bernard. Monsieur le maire, nous on va accompagner les scientifiques, on va voter contre en rapport aux avertissements et le fait que GRDF n'a pas daigné de dire à une réunion pour vous présenter ça. Puisque je pense que le progrès est bon, pour autant en avoir la certitude et avoir autre chose qu'une plaquette commerciale, parce que le document que vous avez, c'est une plaquette commerciale. D'avoir quelque chose qui pourrait être vérifié. Vous êtes ingénieur, vous êtes capable de vérifier des données d'ingénieur? Ben, moi je pense pas que vous l'êtes non plus, donc je vois pas en quoi le débat vous le mettez là-dessus. Vous êtes tous en train de me dire on veut des données techniques vérifiables. Qui est-ce qui va vérifier ces données? Vous savez très bien que la majorité des scientifiques considèrent qu'il n'y a pas de danger et qu'il y a quelques personnes, et je respecte leur point de vue, hein, qui disent le contraire. Voilà, nous on n'est pas ingénieur, je ne suis pas ingénieur. Qu'est-ce qu'il va vous dire en fonction de ce qu'ils vont nous proposer? Vous allez dire, ah ben non, je suis capable d'analyser ces données. Oui. Moi voilà, ok, je respecte votre position, vous pouvez voter contre, il n'y a aucun souci, on fera quand même cette réunion, et on aura d'autres informations si vous voulez, il n'y a aucun problème. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer, Madame Aluno? Moi, je ne peux pas
rallier du côté des littéraires ou des scientifiques. Je ne suis pas littéraire. Mon avis n'est pas du tout... Je suis pragmatique, moi. Peut-être, mais mon avis, il est pragmatique aussi, et mon avis n'est pas tranché, puisque je ne peux pas me positionner sur ça, puisque je n'ai aucune visibilité sur le pour ou le contre, donc là je m'abstiens sur ce sujet. D'autres personnes souhaitent s'exprimer? Non? Alors on va procéder au vote. Qui est contre? Alors, les 5 personnes de l'opposition, Madame Legrand, Monsieur Kyoko, c'est tout. Qui s'abstient? Madame Aimé, Madame Damiano, Madame... Madame Gasto, pardon. Et... Christine Martinez et Marie-Christine Le Baillot. Et Madame Aluno. Et Marie Santoni. Bon, qui est pour? On est obligé de dire qui est pour. Hein. Levez la main, parce qu'il faut compter. Alors, je compte les personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. 11 pour. Vous pouvez faire le décompte? Combien d'abstentions? Non, mais c'est adopté, mais juste pour avoir le décompte. 6 abstentions. Donc, 11 pour, 6 abstentions et 8 contre. Voilà, vous avez le décompte. Donc, la délibération est adoptée et on fera quand même cette réunion. Merci. On passe au point suivant. Et encore une fois, mes chers collègues, je respecte votre position. Hein. Je considère que quand il y a des débats de ce type, chacun s'exprime en son âme et conscience et ne vous inquiétez pas, je ne cherche pas du tout à imposer un point de vue sur ces questions-là. La clé. Alors, c'est la commission locale d'évaluation des transferts et des charges à laquelle participe Philippe Norijon. D'ailleurs, c'est toi qui as te présenter, Philippe. Donc, cette CLEC s'est réunie et ça concerne, si vous voulez, en général les transferts qui sont faits vers la métropole ou des actualisations pour déterminer le montant des dotations d'attribution des différentes communes. Donc là, je vous demande, donc la commission, vous allez voir, c'est un document, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un gros document, hein, on va donner l'intégralité, qui s'est réuni le 6 juillet 2017, qui porte sur la création de la métropole, bien entendu, mais également sur l'intégration des communes de Bonson, Gatière, Gillette, Le Broc à la métropole de Nice-Côte d'Azur. Donc il a fallu calculer le transfert, ce qui a été transféré, les dépenses prises en charge par la métropole, hein, sur les compétences transférées, et le delta, c'est ce qu'on reverse, c'est ce qu'on appelle la dotation de non pas de solidarité, d'attribution, pardon, hein, la dotation de compensation, pardon, qui revient aux différentes communes. Voilà, ça concerne également l'attribution de la compensation pour la commune de Roquette-sur-Var. Ça concerne également le transfert de compétences de l'aire d'accueil des gens du voyage. En fait, dans la métropole, on n'en a qu'une, hein, c'est celle de la ville de Nice, hein, qui est transférée de la ville de Nice à la métropole. Ça concerne le transfert du crématorium, qui est transféré de la ville de Nice à la métropole, et ça concerne également les aménagements numériques qui sont transférés de la ville de Nice, mais également des autres, à la métropole, et aussi le cimetière d'Antares, qui est un cimetière de la ville de Nice, qui a une vocation de cimetière métropolitain, qui est transféré de la ville de Nice à la métropole. Voilà, vous avez le détail. Donc Carrosse n'est pas concerné, je vous rassure. Hein. Donc c'est pas du tout Carrosse qui est concerné, mais comme on fait partie de la métropole, tout ce qui concerne les transferts des différentes villes de la métropole, on doit en informer les différents conseils municipaux de la métropole et on doit procéder à un vote. Oui.
Donc sur le vote, je comprends tout à fait, voilà, puisque ça concerne la métropole. Est-ce qu'on pourrait avoir des présentations au fur et à mesure, peut-être, des principaux dossiers métropolitains qui nous touchent, parce que c'est vrai qu'énormément de compétences sont passées à la métropole. Et j'ai une question quand même sur cette délibération, c'est par rapport à l'aire d'accueil des gens du voyage. Donc, que prend la métropole comme compétence là-dessus? Est-ce que c'est la gestion des aires existantes? Est-ce que c'est la création de nouvelles aires? Est-ce que les aires sont désormais métropolitaines, c'est-à-dire faites sur le quota de population de la métropole, ou restent sur celle des villes? C'est en cours actuellement, c'est pas déterminé. Là, sur la délibération, c'est juste le transfert de la seule aire d'accueil des gens du voyage existante, qui est celle de la ville de Nice, et qui est ensuite transférée à la métropole, parce que c'est vrai que la compétence la métropole a cette compétence. Sur le reste, et c'est vrai que c'est une question qu'on va aborder, sur le plan départemental, qu'en est-il, et quels sont les... Est-ce que ça reste de la responsabilité de chacune des communes, à quel niveau, etc. C'est des questions qui actuellement sont encore à l'ordre du jour, mais qui n'ont pas été tranchées. C'est une bonne question, parce que nous, ça nous concerne directement. Et il n'y a pas encore de position définitive qui sont... C'est comme, si tu veux, le transfert des offices du tourisme. Il y a une loi qui donne la compétence, et ensuite, il faut organiser la manière dont la métropole prend en compte cette compétence. C'est à règle. Pour le moment, c'est en cours de réalisation, ça se fera à partir de 2018. Les offices du tourisme aussi, il y a les premiers groupes de travaux ont eu lieu, mais pour le moment, il n'y a rien qui a été décidé et tranché. Il y a un autre groupe de travail bientôt? Lundi? Voilà, il y a une loi et après il faut organiser le transfert des compétences. Monsieur Bernard. Merci Monsieur le maire. Sur la demande de mon collègue sur la présentation de temps en temps en cette instance de dossiers importants qui sont traités. Non, tout à fait favorable à cette demande. On va le faire, mais je ne sais pas comment on peut l'organiser. Donc je vois comment on l'organise effectivement sur des sujets. Qu'est-ce qui vous intéresse? Parce que le tram aussi, ça vous intéresse, des sujets comme ça, ou c'est des sujets qui concernent uniquement Carros? Voilà, je veux savoir ce que vous dites. Non, c'est Carros évidemment, mais prenez l'exemple du tram, ce qui peut être structurant, notamment pour le transport du carrossois, ça nous intéresse. Oui, un sujet sur les transports, l'organisation des transports au niveau de la métropole. D'accord. D'accord. Donc je vous propose, on en prend acte, monsieur le directeur, et lorsqu'il y a ce genre de sujet, oui, on peut le présenter en conseil municipal, et je demanderai au directeur de la métropole de venir les présenter. Conseil municipal, ou alors une réunion, ça peut être une réunion spécifique sur les dossiers de la métropole, pour éviter d'alourdir, on va dire, le conseil municipal. Et ça intéresse aussi la population. On est d'accord. Très bien, merci. Je crois que j'ai fini, encore un dernier. Ah oui, on va voter. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? On n'est pas concerné directement. Merci pour l'unanimité. Point 9.4, je crois. C'est décision du maire. Bon, vous les avez, c'est des demandes de subvention. Le dernier, je vous ai dit, demande d'attribution sur l'accessibilité, et vous avez raison, Madame Amuno, il faut enlever le mot école. On a déjà la réponse de la part de l'État, parce que sur 141 500 €, on nous accorde 113 000 €. Voilà, ce sont les informations. Des questions, oui? Monsieur le maire, ça n'a pas de rapport avec le conseil municipal, mais comme on finit un petit peu tôt, est-ce que vous pourriez nous faire un point sur les cantines et ce qui s'y passe? C'est pas à l'ordre du jour. D'accord, donc vous ne souhaitez pas vous exprimer là-dessus? Donc c'est pas à l'ordre du jour, et non, puisque je vous ai envoyé le suivant qui est notre réponse. Donc je pense que... Je vous explique pourquoi, monsieur. C'est un dossier qu'on a pris en charge depuis depuis un moment déjà. Actuellement, on met en place progressivement le nouveau système,
Et je sais que certains, je ne parle pas de vous, que certains cherchent à s'emparer du sujet pour